Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, John Textor à l'OL, la conférence de presse vient de se terminer. Bien sûr, en tant que supporter lyonnais, c'est un dossier et une activité que je suivais depuis plusieurs jours, semaines, cette idée d'un investisseur américain qui arrive à l'OL et qui rachète une partie, mais donc une partie majoritaire des parts de l'Olympique lyonnais. Qu'est-ce que ça donne? Est-ce qu'il faut être content, triste, inquiet, déçu peut-être? Bon, il y a plein de questions. Moi, je suis pas du tout en capacité d'apporter toutes les réponses. Je suis comme tout un chacun. J'ai juste suivi ce que j'ai pu lire ici et là. La conférence de presse, je pense, c'était particulièrement éclairante. C'est là-dessus que je vais fonder la partie principale de mon propos, de mon analyse, on peut dire. Mais voilà, on va récapituler les faits. Ce sera déjà bien, et je vous donnerai mon avis. L'avis que je peux avoir à ce stade en conclusion de la vidéo. Alors, John Textor à Lyon, les faits basiques, donc je me suis noté ici, il arrive à Lyon via sa société Eagle Football Holdings et il rachète donc les parts d'IDG et de Pathé et une partie des parts de Jean-Michel Aulas, de sa société Allnest. En gros, Textor va prendre minimum 66% des parts du club, ça peut monter jusqu'à 80% avec un montage en particulier, des rachats d'actions, etc. Mais voilà, entre 66 et 80%, il va devenir l'actionnaire majoritaire et il sera en capacité de prendre les décisions au conseil d'administration, etc. Ça, on le sait, on le voit passer depuis un moment maintenant. Qu'est-ce qu'on peut dire? Voilà, Eagle Football Holdings, évidemment, ils ont des parts dans 3 autres clubs de football, Botafogo au Brésil, Molenbeek en Belgique, où ils sont majoritaires dans ces 2 clubs. Je crois qu'ils ont entre 80 et 90% des parts de ces clubs, et ils ont aussi Crystal Palace où ils sont minoritaires, 40%. Je dis ils au pluriel, Textor est en gros Eagle Football Holdings, c'est que lui, sauf sur cette transaction où il est rejoint par un de ses potes, Jamie Salter, un de ses associés, connaissances depuis 25 ans, qui est Jamie Salter, donc à la tête d'un conglomérat de marques, ou apparemment, que je ne connaissais pas du tout avant, hein, j'ai appris son existence il y a quelques minutes, mais dans son conglomérat de marques, on trouve Reebok, Sports Illustrated, entre autres. Jamie Salter donc le rejoint, et sa fortune personnelle à lui est estimée à 12 milliards de dollars, c'est bien plus que celle de John Textor, c'est le big guy en partie de cette opération. Et je pense que ça va avoir son importance. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Voilà, en plus du coup de rachat de toutes ces actions, toutes les parts du club par Textor et par Eagle Football Holdings, donc, il va y avoir une augmentation du capital du club de 86 millions d'euros qui vont être injectés directement dans le club. Une partie pour les transferts, ça c'était les questions que les supporters attendaient tous sur la conférence de presse. Comment est-ce que ces 86 millions d'euros vont être investis? Est-ce qu'on peut s'attendre à des répercussions immédiatement sur le marché des transferts? On va discuter de tout ça. Et quelle autre information? Aulas reste en tant que PDG, en tant que directeur, au moins pour 3 ans. Et surtout, ça c'était peut-être l'information majeure, l'opération n'est pas un LBO. Donc c'était la crainte qu'il existait depuis un moment. LBO, c'est Leveraged Buyout. En gros, le fait d'acheter et de financer le rachat du club en s'endettant et en remboursant sa dette, en remboursant son prêt via les profits générés par le club. Ce qui peut donner lieu à une situation très périlleuse où pour sauver le club, il faut vendre toujours plus de ses actifs. Quand le club va mal, ça te met dans une situation vraiment calamiteuse où ça peut générer des cercles vicieux assez catastrophiques. Ça réduit la part de responsabilité du racheteur aussi. Il ne s'endette pas à titre personnel, c'est sur le club, etc. C'était une bonne chose à éviter, même si ça peut être fait de manière positive ailleurs. Je crois qu'en football, les précédents sur ça sont assez mauvais. Donc ça c'est cool et ça m'a plu. Ok pour les faits basiques, la vision de John Textor ensuite qu'il a exprimée dans la conférence de presse qu'il a exprimée il y a quelques minutes et qui est vraiment très marquée. Sa vision sur le foot, pour le coup, c'est pas quelque chose que je m'attendais à voir aussi développé et asséné de manière aussi marquée, agressive presque parfois. En gros, sa vision de l'écosystème foot, c'est que football is broken by money. Comme il a dit, le football est pourri ou cassé par l'argent. Il déplore le fait qu'on ait toutes ces ligues où seules 2 ou 3 équipes peuvent gagner. Il dit « Where's the fun in that ?»
où est l'excitation dans ça? Qu'est-ce qui est excitant là-dedans? Quand il dit en début de saison, on se demande ok, laquelle de ces deux équipes peut gagner. Parfois, en gros, il n'y a vraiment qu'une équipe qui peut gagner. On sent vraiment le côté américain là-dedans, le système américain en sport, bien sûr, très différent, avec des redistributions de richesses accentuées, le système de draft, qui fait qu'en gros, on peut avoir pas mal d'équipes qui sont prétendantes au titre, la hiérarchie qui se bouscule tous les 2-3 ans, etc. C'est clair. Moi, je regardais les finales NBA il y a quelques jours. C'est clair que sur le côté spectacle sportif, construction de narratives différentes et juste intérêt pour la compétition, c'est un système qui est plus performant. Après, il est aussi très particulier, c'est des franchises, c'est un modèle différent, sans doute inapplicable sur un modèle continental comme l'Europe ou global même, le football, le sport global, etc. Mais bref, on sentait vraiment le côté américain là-dedans. Il dit les clubs qui sont dirigés par des oligarches, qui sont dirigés par des États et qui travaillent très dur pour protéger leurs avantages financiers, notamment en lobbyant contre les régulations du fair play financier, etc. Ça le mettait un peu hors de lui. Et sa position face à ça, c'est que le système ne va pas changer du jour au lendemain. Ce serait bien si c'était le cas, mais le système ne va pas changer du jour au lendemain. Alors, on veut lutter à notre manière. Lui et Eagle Football Holding, Eagle Group, on veut lutter à notre manière. Son idée, c'est de créer un groupe de clubs frères, comme on l'a vu, donc Botafogo, Molenbeek, Crystal Palace, maintenant Lyon. Et il dit, on devrait s'arrêter là, peut-être un dernier en tant qu'actionnaire minoritaire, mais on devrait s'arrêter là. Lyon est vraiment l'acquisition un peu principale, la pierre angulaire du projet, etc. Mais créer un groupe de clubs frères, une union qui les rendra tous plus puissants. Alors j'ai pas mal de questions là-dessus et je l'évoquerai à la fin, mais ça c'est sur la vision de Textor. Ensuite, pourquoi est-ce qu'il est là ? Qu'est-ce qui fait qu'il a envie d'être dans le foot, qu'il a envie d'être à l'OL, et pourquoi est-ce qu'il est là ? C'est aussi qu'est-ce qui l'amène. Ça je pense que c'est quand même le thème majeur. La première chose, quand il construisait son histoire personnelle, et ça après c'est dur de... Moi, je peux pas vraiment vérifier, ou on est obligé parfois de croire sur parole, ou de voir dans quelques années ce que ça donnera. Mais son idée c'est qu'il aime le foot, donc il a vécu une expérience très forte dans le foot, une de ses entreprises, ou une de ses idées, où en gros il menait des projets d'aide à la jeunesse défavorisée via le foot pour leur obtenir des scholarships dans des universités, etc. Et ça a eu un impact assez profond sur lui. Donc il aime le foot, et pourquoi est-ce qu'il est là ? Il ne se considère pas comme un investisseur. Ça, il a dit très clairement, il n'aime pas ce mot d'investisseur. En gros, il dit que c'est une étiquette qui est forcément collée, qui devient forcément collée à quelqu'un qui a du capital et qui investit son capital, qui a beaucoup de capital à investir. Mais il n'aime pas l'idée que ça sous-entend, c'est-à-dire, j'imagine, et il n'a pas trop explicité ce point, mais j'imagine que ça veut dire qu'il n'aime pas trop l'idée de quelqu'un qui arrive en tant qu'investisseur, c'est-à-dire qui est là pour faire une plus-value, potentiellement sur un temps court, sans vraiment être intéressé par la matière en elle-même, sans nécessairement voir sur le très long terme. En tout cas, il y a plein d'investissements long terme que tu peux faire, d'investisseurs long terme, mais ça fait entrer dans cette idée aussi par exemple des fonds d'investissement vautours, pas très bien intentionnés forcément. Bref, il n'aimait pas cette idée d'investisseur, lui préfère l'idée de bâtisseur. Après, c'est aussi un peu de jargon, de politique devant les caméras, etc. Ça je fais que relayer vraiment le message, mais ça c'est comme ça qu'il se présentait en tout cas. Et ouais, il dit pourquoi est-ce qu'il est là et qu'est-ce qu'il amène, qu'est-ce que sa présence va amener. Il dit les fans de Lyon vont me voir comme les supporters de Crystal Palace me voient, c'est-à-dire quasiment pas du tout impliqué dans la gestion sportive. Il a reçu une question sur Peter Bosz à un moment qu'il a trouvé absurde. Il a dit je sais pas pourquoi on me pose cette question, j'aurai jamais d'impact sur la prise de décision sportive, le choix du coach. Je peux pas être en train de trancher cette question. Il a renvoyé à Aulas. Son idée donc, c'est de construire des équipes compétitives. C'est vraiment amener du capital pour construire des équipes compétitives. À travers, il a identifié 2 leviers principaux. Parce qu'il a dit en gros, ce qui est bien dans le foot, c'est que même si tu as moins d'argent à la base, à la fin, si tu as 11 meilleurs joueurs sur le terrain, ton équipe est plus performante, tu as plus de chances de gagner. Et il y a des manières de faire ça de manière intelligente qui te permettent de rivaliser même avec des fortunes infinies. Il a souvent cité le PSG, l'émir ou les oligarques, etc. Mais son idée donc, c'est de construire des équipes compétitives à travers son accès à du capital, donc le sien, celui de son réseau,
En gros, il va amener des fonds, il va amener de l'argent. Et là, on peut aussi penser à Jamie Salter. Là, je pense qu'il est particulièrement important. Il est intervenu sur cette transaction pour amener significativement de capital. Et quand il parle d'amener du capital, même sur la durée, c'est en ayant accès à son réseau, notamment Jamie Salter. Et il veut aussi driver les revenus, faire augmenter les revenus, notamment, et ça c'est un point qui a été vraiment pas assez creusé, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu de question là-dessus, mais il dit notamment grâce à son expertise technologique, donc ça on l'a pas mentionné, mais il a tout un passif, un historique sur les nouvelles technologies, notamment dans le secteur média, sur un studio d'animation je crois, VR ou AR aussi. Il parle par exemple d'une de ces applications de réalité augmentée qui, voilà, c'est juste un truc pour voir à quoi tu ressemblerais avec un maquillage différent. Et il dit ça génère 30 millions de chiffre d'affaires en 8 semaines d'activité. Ça, c'est juste une idée qui a été faite comme ça. Et c'est vrai que ce secteur peut être particulièrement porteur. Il y a une idée comme ça qui explose avec très peu de ressources. Ça fait des gros revenus. Et il dit 30 millions d'euros, ça sur 8 semaines, parfois c'est ce que génère en revenus un club de milieu de tableau sur toute une saison. Donc il soulignait à quel point il est possible via ces leviers technologiques de vraiment driver la hausse des revenus, et justement il en parlait pour dire que Lyon est déjà assez mature sur ce plan. Dans l'ensemble, ouais, ça c'était un peu mon takeaway là-dessus. Dans l'ensemble, je dirais que si on faisait un spectre qui va de mécènes absolus, genre les Roman Abramovich, les émirs du Qatar de ce monde, qui sont en gros qui dépensent sans compter pour que leur club soit performant, qui sont là pour acheter de la gloire, mais pas vraiment pour faire une plus-value économique. Ça, c'est un peu aussi l'idée de le monde du foot, c'est acheter de la gloire, acheter du leverage géopolitique, en l'occurrence pour le Qatar à Paris, etc. Mais ils sont pas vraiment là pour l'argent. Et si, donc ça, c'est un des pôles de ce spectre, et de l'autre côté, les fonds vautours qui sont là pour faire une plus-value rapide, même 10% sur 2 ans, sans se soucier vraiment de la perspective long terme du club. Sur ce spectre-là, je dirais que Textor est beaucoup plus proche du pôle mécène. Et je pense que son rapport à l'argent, c'est qu'il n'a pas des ressources illimitées, malheureusement pour Lyon, mais je ne pense pas que la plus-value soit l'objectif en soi. Je pense que c'est un moyen d'être compétitif sportivement. En ce sens, il ressemble beaucoup à Aulas. Et je pense que c'est un moyen d'être compétitif sportivement, et c'est aussi un indicateur d'à quel point ta stratégie marche, d'à quel point ta stratégie est fonctionnelle. Je ne connais pas très bien le monde de l'hyper-richesse, mais je sais que dans cet environnement, parfois l'argent c'est moins une finalité, en tout cas la somme d'argent c'est moins une finalité qu'une manière de compter le score, en fait, de tenir le score. Tu sais par exemple que si tu fais moins 100 millions 3 années de suite, ça veut dire a priori que ta stratégie est mauvaise et qu'il faut changer drastiquement. En revanche, tu sais que si tu as un bon bilan financier à la fin de l'année, sans doute qu'il y a quelque chose qui est en train de marcher. C'est plus comme ça, peut-être que je me trompe, mais c'est plus comme ça que je vois le rapport de John Textor à l'argent. Donc, ok là-dessus. Mon avis final sur la question, c'est que j'ai pas mal de questions, plusieurs idées qui sont pas encore très claires. Déjà, premièrement, comment est-ce que cette stratégie multi-club va se décliner en réalité ? Donc c'est un peu cette idée de symbiose et de synergie entre Botafogo, Crystal Palace, Molenbeek, Lyon et peut-être ce nouveau club qui sera acquis d'ici quelques années. Est-ce que ça va donner des passerelles pas très naturelles, un peu forcées, des joueurs qui vont d'un club à l'autre ? Est-ce que ça peut être vraiment performant ? En fait, j'ai du mal à me rendre compte de la valeur synergique que tu débloques réellement à travers ce modèle. Je ne suis pas forcément convaincu que les groupes multi-clubs comme ça, ce soit vraiment le futur du foot. J'attends de voir, et pour l'instant, j'ai pas vraiment d'éléments de réponse là-dessus. Donc ça, c'est un peu ma question, parce que c'est quand même le pilier fondamental de la stratégie de Eagle Football Holdings, donc on verra. Et ensuite, deuxième question, c'est quel niveau de capital est-ce que Textor et son pote vont vraiment amener ? Parce que ça, c'est quand même le nerf de la guerre. Son discours, il a été très axé sur l'identification de talents et sur la formation. Okay, il dit qu'il veut créer des 11 plus puissants que ceux de ses rivaux en trouvant de meilleurs joueurs, mais plus en mode quand ils sont jeunes. Trouver de meilleurs joueurs en formant de meilleurs joueurs, en les trouvant très jeunes, pas forcément en les recrutant. Il parlait plus de l'idée de les avoir trouvés avant les autres, quoi. Et
si ça, c'est parler vraiment de la formation, en fait, Lyon est quasiment déjà au maximum de ce que Lyon peut faire sur ce plan-là. Enfin, Lyon, c'est déjà un des meilleurs centres de formation d'Europe. Moi, je trouve que ce dont l'OL a besoin, c'est surtout un meilleur pipeline de recrutement un peu plus tard sur le processus d'identification de joueurs. Plus de fonds pour attirer de meilleurs joueurs, plus de scouts, plus d'utilisation des stratégies modernes de recrutement, plus de data, etc. En gros, j'attends de voir à Lyon, ce que j'aimerais voir à Lyon sur les prochaines années, c'est plus que ce que fait Liverpool, Brentford, Toulouse, etc. Et c'est là que j'ai envie de voir des investissements. C'est là que j'attends des dépenses, c'est là que j'attends du capital. On va voir ce qu'Eagle Group peut mettre là-dedans. Ça, c'est ma seconde grosse question. Pour finir, je dirais quand même que le feeling global est bon. J'étais un peu rassuré par cette conférence de presse, déjà l'idée de LBO comme on en discutait, mais même sur la communication du gars, sa vision du foot très marquée. J'aime ce côté un peu agressif, honnête. On sentait que ça venait du cœur sur la manière dont il se représentait et la vision qu'il avait de l'écosystème foot. Le football is broken by money, etc. Ça m'a pas mal parlé et je trouvais que c'était un positionnement juste qui montre une certaine compréhension de l'écosystème et un positionnement qui peut être intéressant. Je pense aussi, la raison pour laquelle le feeling est bon, c'est que je pense que l'OL a vraiment besoin de changement, a besoin d'un influx sanguin, besoin de quelque chose en gros. Ça fait un moment quand même que le club stagne ou régresse. C'est sûr que pour être plus performant, le club a besoin de quelque chose de différent. Pour moi, ça veut dire plus de capital, plus d'argent, et des idées différentes aussi. Et alors là, justement, peut-être le dernier point qu'on peut mentionner, c'est en ce qui concerne les idées différentes, je suis un peu partagé sur un point que je me suis noté ici, c'est je ne sais pas trop comment me positionner par rapport au maintien d'Aulas. Donc, comme Textor l'a dit, il va maintenir Aulas sur 3 ans minimum, et à la fois, je suis quelque part profondément rassuré sur le fait d'avoir un investisseur qui connaît sa place, donc Textor qui vient pour apporter du capital et pas grand chose d'autre en gros, donc qui va laisser la gestion sportive à Aulas, qui ramène pas un de ses potes en mode qui te ramène pas un Jacques-Henri Hérault qui connaît rien en foot et qui est un désastre, etc. Il a dit no changes in management and none contemplated, donc ça c'est assez rassurant, pas de changement dans le management et pas de changement à venir, ok. Donc c'est rassurant. Mais est-ce que c'est vraiment ce dont l'OL a besoin ? Je suis un peu déçu peut-être qu'il n'y ait pas plus de changements dans la gestion opérationnelle du club. L'OL manque de capital pour sûr, ça c'est vraiment un paramètre fondamental de l'équation, l'OL manque de capital, mais l'OL manque aussi, si on est honnête, d'idées nouvelles dans sa gestion sportive, dans sa gestion opérationnelle. Ça va de la politique sportive qui est un peu en stagnation, à la politique, je sais pas, dans d'autres sphères du club, la politique réseaux sociaux par exemple, quelque chose dont on a souvent parlé sur la chaîne. Peut-être que ça va changer dans les années qui viennent, mais il y a beaucoup de progrès à faire pour moi quand tu regardes ce que produit l'Olympique Lyonnais sur ses réseaux. Je trouve que le club stagne un peu de partout. Après, c'est un peu dur peut-être comme jugement et je veux pas non plus brosser comme ça tout le travail de toute une structure. Moi, je vois ça juste de l'observateur. Je suis juste un supporter qui voit ce qu'il voit, c'est-à-dire pas tout. Mais de mon point de vue, l'OL a besoin de changements, stagne un peu sur pas mal de choses. Aulas lui-même dit qu'il est arrivé à un certain niveau de fatigue. Il a dit encore en conférence de presse, il est fatigué et ça se comprend. Moi, j'aurais jamais de mauvais mots à son égard au vu de tout ce qu'il a construit. C'est une légende absolue du club, du football français. Totalement d'accord avec ça. Maintenant, Aulas, c'est aussi un gars qui a 73 ans. Dans 3 ans, le mandat minimum qui a été évoqué là dans la conférence de presse, il en aurait 76. Il les fait, si on est honnête. Il fait ses 70 et plus années quand on le voit s'exprimer. Pour sûr, il a mérité du repos, ça c'est clair et net. Et je pense que l'OL mérite aussi qu'on réfléchisse un peu plus à sa succession et à comment mettre de nouvelles idées. Pas juste du nouveau capital, mais aussi un nouveau management. Donc voilà, rassuré parce que c'est sûr que si on garde l'ensemble de la structure, c'est plus rassurant qu'un gars qui arrive et qui change tout, que quand tu le connais pas très bien. Mais quelque part, je crois que j'avais aussi l'envie en moi de voir quelque chose d'encore plus osé, audacieux, qui va plus loin, de voir un repreneur américain à la Liverpool qui change totalement la prise de décision sportive. Bon, pour l'instant, ça, on verra ce que ça donne. Mais voilà, c'était un petit peu mon avis sur la question. Dans l'ensemble, après cette conférence de presse, la première impression est bonne.
grosso modo, je suis rassuré. Je n'étais pas forcément très rassuré quelques jours avant de ce qu'on lisait ici et là, mais dans l'ensemble, je suis rassuré. Et dans l'ensemble, je dirais que si je devais me positionner, très dur aujourd'hui, mais je dirais que ça ne va pas changer énormément de choses. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Il y a un peu plus de ressources, ok, mais il y a grosso modo la même structure de management. Textor lui-même ressemble beaucoup à Olas sur plein de choses, sur sa vision de l'écosystème foot, sur sa capacité à s'énerver sur les arbitres sur Twitter, aussi sa raison d'être dans le monde du foot. Je pense que, comme on l'a dit, le but pour lui, c'est pas faire une plus-value pour faire une plus-value pour gagner un peu plus d'argent, c'est être performant économiquement pour être performant sportivement. Et Olas a toujours été dans cette idée. Ceux qui pensent que Olas était là pour s'enrichir à titre personnel n'ont pas suivi ce qui se passe à Lyon depuis 35 ans, c'est évidemment pas ça. Olas, il était beaucoup plus proche du côté mécène, avoir un club sportivement performant pour sa gloire perso, pour se faire kiffer, que pour faire un billet et gagner plus d'argent. Sinon, il serait resté dans le monde de l'informatique et il aurait fait beaucoup plus que ce qu'il fait là à Lyon. Voilà. En gros, mon avis premier et très partiel quelques minutes après la fin de cette conférence de presse. On verra, on aura tout le temps et le loisir d'analyser la suite. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis sûr qu'il y a plein de questions qu'on n'a pas vraiment évoquées. Plein de personnes qui seront beaucoup plus expertes de certaines parties du dossier, économique, financière, etc. Donc voilà, faites-moi part de vos impressions. Je crois qu'en général, la communauté lyonnaise, et je sais qu'on est assez capable d'aller assez loin sur ces questions, d'avoir une vision du club et de la suite qui est souvent critique, mais critique constructive, préoccupée au fond de soi et capable de pousser la réflexion assez loin, même sur des sujets économiques, financiers. Ça, c'est un peu notre éducation depuis quelques années. Donc dites-moi tout ce que vous en pensez, je suis sûr que ça sera super intéressant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches et à bientôt. Bisous.